Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour à tous chers contributeurs qui pourront écouter cette émission en exclusivité. Et aujourd'hui nous allons parler d'une expérience connue sous le nom de cloaque comportementale et qui a été menée par un éthologue américain du nom de John Calhoun, John B. Calhoun ou John Bompas Calhoun. Et cette expérience va avoir une influence sur la psychiatrie, la sociologie, l'urbanisme, l'architecture, la cybernétique, l'ingénierie sociale, la politique, etc., etc., tous les domaines que vous pouvez imaginer. Elle a été menée il y a 50 ans et elle est aussi remarquable que l'expérience qu'a pu faire Pavlov notamment sur le conditionnement comportemental. Alors en quoi consiste cette expérience? C'est très simple. Calhoun a placé 8 rats dans un box de taille très conséquente et dans des conditions créées ex nihilo par l'homme, mais qui sur le papier sont parfaites pour le rat. C'est une sorte d'utopie pour rongeurs. Donc l'eau et la nourriture sont disponibles à profusion, les conditions de vie sont parfaites, nous l'avons dit, le climat est idéal, il n'y a pas de prédateurs, il y a des nids douillets un peu partout dans la colonie, et surtout, aucune intervention humaine ne va venir perturber le processus. Calhoun va donc créer, nous l'avons dit, ex nihilo, un paradis pour rats, une utopie. Dans ce paradis pour rongeurs, on va observer que la population va doubler tous les 2 mois, et donc, au bout d'une période, je crois que l'expérience dure près de 4 ans, à un moment, ce paradis pour rats va se transformer en mégalopole infernale. À son zénith, le maximum de population de la colonie, c'est 2200 individus, des individus complètement désorientés, complètement désaxés, complètement fous, on verra de quelle manière, et encore par la suite, cette population va se stabiliser, et cette masse grouillante va s'auto-détruire de plusieurs manières différentes. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de faire l'analogie avec l'homme, le cloaque comportemental humain. Et pour en parler, je suis avec mon ami Pierre-Yves Lenople. Pierre-Yves, comment vas-tu? Bonsoir Ralph, je vais très bien. Bonsoir à tes auditeurs, à nos auditeurs. J'avais envie, avant de rentrer dans le vif du sujet, de rappeler quelques petits chiffres que j'ai trouvés très rapidement sur Wikipédia avant d'enregistrer. La planète est peuplée de 7,55 milliards d'individus, dont 4,5 milliards dans la seule Asie. Il y avait 650 millions d'êtres humains en 1700. On estime qu'il y avait entre 600 et 650 millions d'êtres humains en 1700. Il y en avait 250 millions il y a 2000 ans. 54% de la population vit en milieu urbain. Et un chiffre, moi, qui m'a beaucoup impressionné, il y a 246 000 personnes de plus sur Terre chaque jour. Donc, déjà, la question que j'aimerais te poser, c'est: est-ce que tu as l'impression qu'on puisse comparer la situation contemporaine au cloaque comportemental de Calhoun? Oui, tout à fait. On en avait déjà parlé dans une ancienne émission, mais justement, si tu regardes les chiffres de la population humaine, on a une courbe ascendante, mais vraiment modérée, on va dire. Et à partir de 1700 jusqu'à maintenant, ça part en exponentiel, quoi. La courbe, elle part toute droite sur, au final, très peu de temps. Si on regarde même par rapport aux chiffres des évolutionnistes, des scientifiques, on a quasiment une ligne droite qui monte tout doucement, et d'un coup, ça part en ligne droite verticale. Et le principe, j'allais dire, des exponentielles, c'est qu'elles s'arrêtent d'un coup, et souvent ça amène une chute tout aussi vertigineuse que la montée. Et moi, je pense qu'on va atteindre ce pic, je sais pas, peut-être
On peut peut-être, je pense, encore monter jusqu'à 10, 15 millions ou 15 milliards, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, on aura une chute brutale de la population humaine, comme on le voit justement dans cette expérience de Kaloun. On voit après une exponentielle de croissance des rats, on voit une chute de la population et une mortalité exacerbée, pareil, quoi, pour retrouver un niveau au final relativement comme au début, quoi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé à peu près vers 1800, parce que c'est là que la courbe exponentielle explose, c'est que on se retrouve un peu dans la situation des rats de Kaloun, c'est-à-dire que nous n'avons plus vraiment de prédateurs, nous maîtrisons tout un tas de domaines, l'homme s'est affranchi de sa condition naturelle, et quelque part, l'homme aussi se met à vivre dans des conditions ex nihilo, c'est-à-dire hors cadre, hors nature, dans des conditions utopiques, qui va permettre, comme dans l'expérience de Kaloun, une explosion de la démographie humaine, une explosion de la densité humaine, et à partir de là, l'expérience de Kaloun va nous intéresser dans une certaine mesure, bien sûr, parce que les humains ne sont pas des rats, et on va voir que dans l'abêtissement, dans la dégradation que suppose l'explosion de la démographie, le comportement humain est à la fois identique et à la fois plus complexe et subtil que chez le rat. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. On peut voir beaucoup d'analogies, mais comme on le sait, hein, l'être humain, c'est un règne supérieur au règne animal, donc il est plus subtil, plus complexe, et je pense que ça amène, c'est ce qui va faire la richesse, je pense, de cette discussion, ça amène énormément de facteurs. Rappeler aussi que cette explosion démographique de l'humanité, elle est liée au progrès technologique, à la révolution industrielle et au phénomène qui avait déjà commencé à la Renaissance, mais là qui a explosé, d'urbanisme, d'urbanisation. Les campagnes se vident et on va travailler dans les villes, quoi. Et c'est exactement ce que fait Kaloun. En fait, il va faire profiter aux rats de ce progrès technologique, en leur offrant un environnement lui aussi maîtrisé, gouverné, que ce soit de manière organisationnelle ou matérielle, de manière technologique comme les hommes. Donc il a placé les animaux dans un contexte complètement expérimental. Hein, c'est évident que les rats en pleine nature ne seront jamais soumis à ces conditions d'existence et à ces conditions de stress. Alors, j'ai noté quelques petits chiffres encore. Pour que la population atteigne son zénith, son apex, hein, dans la colonie, dans le cloaque comportemental, ça a pris 560 jours. Et en 560 jours, on se retrouve avec 2200 rats, alors qu'on en avait 8 au départ. Donc on voit que l'exponentielle chez les rats, elle est encore plus impressionnante que chez les humains. À partir du 920e jour, il n'y a plus de naissance. Les femelles ne mettent plus bas, mais dès le jour 600, c'est-à-dire à partir de la deuxième année en gros, peu après que la population ait atteint son apex, les souriceaux ne survivent plus. Les femelles ne s'occupent plus des souriceaux, les mâles les mangent, et en fait, on observe que la colonie s'autodétruit. Alors je suis un peu déçu dans l'expérience de Kaloun, c'est que j'aurais aimé qu'il observe la colonisation s'autodétruire et voir si elle redémarre sur de bonnes bases. Mais enfin, il arrête l'expérience au bout de la 3e année. Ouais. Mais non, c'est intéressant, et du coup, c'est ce que je te disais, ça rejoint moi mes propres travaux, enfin qui sont pas miens, mais sur la vie et le déclin des civilisations. Parce que moi, en plus, j'ai d'autant de facilité à en parler que je suis naturellement technophobe et agoraphobe. Donc,
du coup, c'est des questions qui m'ont toujours tourmenté depuis très jeune. Et moi, la chute des civilisations, je la vois donc comme un processus de solidification, Ouais. la solidification des sociétés, l'urbanisation, l'industrialisation qui amène cette surpopulation, mais qui n'est pas un cadre normal. On pourrait dire que les hommes et les sociétés traditionnelles vivent en nombre restreint, autorégulé, on va dire. Et là, on perçoit un phénomène de déracinement des populations qui sont mises un peu dans un environnement hors sol, qui leur permettent justement de survivre en grand nombre, mais qui amènent des processus de dégradation, surtout au niveau psychologique. Et tu sais que pour moi, le psychisme est avant la matière, donc quand l'esprit s'en va, il ne reste plus que la lettre morte, et ça va se manifester dans l'histoire par plein de comportements que là on va aussi retrouver chez les rats. Donc la dissolution des familles, le problème des relations des femelles avec les mâles, des problèmes psychologiques, hein, parce que même les rats, Ouais. il y en a certains qui tombent dépressifs, on sait que c'est... Ah bah moi j'ai fait le catalogue des comportements qui sont observés chez les rats, c'est absolument fascinant. C'est vraiment fascinant parce que le rat est vraiment un animal très 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 intéressant pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et qui est très intelligent et il va réagir de plein de manières à cet état de stress artificiel. Alors je peux faire le catalogue dès maintenant des comportements qu'on observe. Donc voilà, ça va être compliqué ce qui va se passer à l'intérieur de cette colonie. C'est-à-dire que tous les individus ne vont pas réagir de la même manière, on va avoir des groupes qui vont se séparer. Donc il y a un premier groupe que c'est pas dans l'expérience, mais moi que je vais un peu appeler les aristocrates, hein, qui vont se réserver des nids, qui vont être protégés par des mâles ultra dominants, dans lesquels ils vont protéger leurs femelles, et ces rats vont peu à peu se déconnecter d'avec la masse des rats et vont limiter très 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 fortement leur natalité parce qu'ils sont excédés et parce qu'ils sont annihilés et parce qu'ils sont dégradés par l'environnement extérieur. Et à côté de ça, on a d'autres groupes où là on va observer un instinct grégaire très fort, donc on va avoir des réunions d'individus compactes, massives, et ça on va pouvoir appeler ça la masse ou les bêtas. Donc dans cette masse on trouve des mâles qui vont devenir hyper agressifs, mais alors vraiment hyper agressifs, du fait qu'ils sont incapables de se trouver une partenaire. On a déjà dit qu'on a... Les mauvaises mères, les femelles qui s'occupent de moins en moins bien de leurs petits. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a vu que il y avait de la nourriture à profusion. On va voir des mâles qui vont s'adonner à des excès de nourriture et à des excès de violence qui vont être dus à la promiscuité, qui vont être dus à la maladie, qui vont être dus à la saleté. À l'intérieur de cette masse grouillante, on va avoir des femelles qui changent sans cesse de nid, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se fixer parce qu'elles vivent sous une pression des mâles perpétuelle qui va perturber leur comportement. Et parfois, en changeant de nid, elles oublient leurs petits en changeant de nid. Donc, on voit qu'il y a des effets sur l'éducation des petits. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La masse va sombrer dans le cannibalisme. Ils vont se mettre à se bouffer tous entre eux, en fait. Hein. À un moment, ça devient vraiment n'importe quoi. L'homosexualité aussi, je crois. Oui, alors même plus que l'homosexualité, on va observer des phénomènes de pansexualité, c'est-à-dire que on va se retrouver avec des rats qui vont abandonner tous les rituels sexuels qu'on peut leur connaître
dans un environnement plus naturel, on va dire. Donc il y a plus de période de chaleur, il y a plus rien, tout le monde baise avec tout le monde fait n'importe quoi. Ce qui va provoquer notamment le stress des femelles. Hein. C'est cette pression des rats qui va rendre complètement folles les femelles. Et élément intéressant, c'est que parmi les individus qui se sont protégés comme ils pouvaient de ce chaos à l'intérieur de la colonie, certains ont survécu et ont été réintroduits dans des conditions de vie plus normales, on va dire, hein, et ils n'ont jamais réussi à se réadapter au monde. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des rats qui se contentaient de manger, de boire et de prendre un minimum soin d'eux-mêmes, mais ils n'ont jamais pu rejoindre et se faire leur place à l'intérieur d'un autre groupe de rats, quoi. C'était des individus qui étaient définitivement dégradés. Ouais, bah, tout ça, là je pense que nos auditeurs ont compris où on voulait en venir. C'est que ça ressemble beaucoup aux mégalopoles actuels, donc hyper sexualisés. Ça pourrait nous faire penser à tout ce qui est événement de foule, donc que les gens se réunissent en boîte de nuit, dans les stades, dans les manifestations. On peut penser aux ruptures des liens familiaux, comme je l'ai déjà dit, avec par exemple des applications comme Tinder, qui fait que les gens ne fondent plus de couples durables. Toutes les relations humaines ne sont plus que du sexe d'un soir, on pourrait dire. Les déviances sexuelles des rats, donc là, c'est tout ce qui est transgenre, homosexualité, métrosexualité. On pourrait penser aussi à l'inverse, tu sais, comme au Japon, les hommes herbivores ou les incels qui ont totalement arrêté à la reproduction. Ouais, les Japonais appellent ça les hikikomori, c'est-à-dire des gens qui se retirent complètement du jeu. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on observe chez les rats ces deux comportements. D'un côté, on a des rats qui vont avoir une hyperactivité frénétique et un instinct grégaire surdéveloppé, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps être en groupe compact à faire des tonnes de trucs. Et d'un autre côté, on a des individus qui vont se retirer complètement de la vie de la colonie et qui vont être quasiment dans un retrait pathologique. Et ces mâles, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont renoncé à toute forme de lutte pour la domination. Là, un rat, on sait comment fonctionne un rat. Le rat est dans la lutte perpétuelle pour la domination. Et on va avoir deux profils de rats qui abandonnent la lutte pour la domination. Il y a ceux que j'appelle les somnambules. Eux, ils ne calculent plus rien ni personne. Ils n'en ont absolument plus rien à foutre de rien. Ils ont une apparence à peu près normale, mais en fait, ce sont des rats qui sont dans un état très avancé de dégradation sociale. Ils ne font plus du tout attention aux femelles, ils ne participent absolument plus à rien. Ils vont manger la nuit, enfin ils profitent des moments où c'est vraiment le plus calme pour aller manger et boire. Et à côté de ça, on a un autre groupe que j'ai appelé, pour plaisanter un peu, les Kairas, qui eux aussi ont abandonné la lutte pour la domination et qui vont adopter un comportement beaucoup plus chaotique, beaucoup plus agressif. C'est ces individus-là qui vont abandonner les rites sexuels normaux, et en fait ils passent leur journée à poursuivre les femelles sans répit. Ils les violent. Alors je sais pas si on peut parler de viol chez les rats, mais enfin bon, ils harcèlent les femelles en permanence. Ils se battent entre eux, et c'est la deuxième catégorie de rats qui a abandonné toute lutte pour la domination, mais qui développe une hyper-agressivité. Oui.
agressivité, on pourrait parler aussi de, enfin, là je parle chez les êtres humains, donc l'agressivité qui se remarque dans les zones concentrationnaires, Ouais. les populations sont concentrées. On pourrait parler aussi des addictions, qui sont aussi des comportements Tout à fait. anormaux. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, c'est les rapports humains en général qui vont être totalement perturbés en ville. Et quand je dis ça, c'est par rapport à un monde entre guillemets normal ou entre guillemets traditionnel, où on a affaire à des communautés organiques basées sur la famille, les liens de sang, les hiérarchies sociales, une spiritualité commune qui fait que le groupe est hiérarchisé, et donc on pourrait appeler ça vraiment une société organique, comme un corps humain où chaque organe qui compose le corps est, on peut dire, interconnecté de façon harmonieuse. Et à l'inverse, donc dans les villes, les zones concentrationnaires, on a tout simplement le chaos inorganique, où tous les liens normaux sont brisés, et donc du coup les êtres humains font n'importe quoi. Et ça, on peut renvoyer les auditeurs bien sûr aux travaux de Gustave Le Bon sur les foules, où on sait que l'être individuel a sa qualité propre et change totalement dans une foule, en fait, devient justement agressif, violent, suggestionnable, impressionnable. Donc on retrouve ça chez les êtres humains, quoi. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est que la complexification des conditions de vie, l'indifférenciation des conditions de vie, plus l'hyperstructure est développée, plus on va se retrouver avec des individus qui en quelque sorte sont surnuméraires, sont inutiles, alors si on transpose à l'humain, ils vont être ultra spécialisés, ils vont être remplaçables. Et justement, ce que fait l'homme et que ne fait pas le rat, c'est que l'homme va tout mettre en œuvre pour réguler ce cloaque comportemental et pour retarder l'inéluctable du cloaque comportemental. C'est-à-dire que l'homme va prendre tout un tas de mesures, qu'elles soient politiques, organisationnelles, compréhension de la psyché, compréhension de la gestion des populations, qui va faire en sorte que l'inéluctable du cloaque ne se produit pas. En fait, c'est pas tant que le cloaque s'effondre sur lui-même qui, moi, me fait peur, c'est que le cloaque ne s'effondre jamais sur lui-même. C'est plutôt ça qui me fait peur. Je sais pas ce que t'en penses. Moi aussi, je pense pareil. Ce que tu as dit, ça m'a fait penser à une phrase taoïste. Je sais plus si c'est Chuang Tzu ou Lao Tzu. C'est une phrase toute simple qui dit qu'à chaque nouvelle loi humaine arrivent de nouveaux délits. Oui. Donc on peut imaginer, donc c'est pareil, c'est une exponentielle. Donc plus tu fais de lois, plus tu fais une organisation complexe, et plus le corps social part en vrille, en fait. Et à la fin, le bout du bout, c'est le cloaque comportemental, ou ce qu'on peut appeler le tous contre tous. Et dans nos sociétés, il tarde à arriver. On l'a vu dans plein de civilisations. Finalement, la fin des civilisations, ça se termine au tous contre tous, au retour à la barbarie. Et on a une baisse drastique de la natalité, de la population. Enfin, c'est des morts, des guerres, et tout explose, on va dire. Alors que nous, par l'intermédiaire notamment de l'ingénierie sociale et de toutes ces normes, toutes ces lois, toutes ces interconnexions artificielles, ça arrive à tenir tant bien que mal, quoi. Il n'y a pas que des mesures organisationnelles aussi. La psychologie, les thérapies cognitives, on fait on va pouvoir parler de progrès colossaux, mais c'est parce que on a de plus en plus de pathologies, et ces individus-là, on va réussir
à les contrôler, alors que ce soit par la psychologie, par la pression sociale, par le développement personnel aussi. Et il se passe ce dont on parlait dans notre précédente émission sur la décadence et la dégénérescence, c'est-à-dire que c'est un cloaque qui n'en finit pas. Ça n'en finit pas, ça continue et ça continue, et on va toujours plus loin dans le développement des pathologies. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que certes, l'expérience concerne la densité de population, donc la densité physique des individus, c'est-à-dire que les individus vont avoir de moins en moins d'espace, ils vont être de plus en plus, la pression sociale va être de plus en plus forte, mais cette densité de population entraîne aussi un confinement psychologique, parce que cette densité de population, il va falloir la réguler, elle va créer elle-même ses propres règles aliénantes, ses propres règles dissolvantes, ses propres règles déshumanisantes, et c'est l'espace psychique qui peu à peu va se réduire. C'est pas seulement l'espace physique. Oui, tout à fait. On pourrait parler d'une régression de l'intériorité. Ouais. Donc les êtres humains dans ce cloaque, dans ces grandes villes, ont peur finalement de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Ouais. Car souvent c'est des personnes vides, donc on va leur donner des succédanés pour pouvoir s'extérioriser et donner plus ou moins une valeur à une vie qui n'a plus de sens. Donc je te parlais par exemple des salons de tatouage, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, où les êtres humains vont marquer leurs différences et leur personnalité par des marques sur la peau, donc sur ce qu'il y a de plus extérieur, parce que finalement ils sont totalement indifférenciés intérieurement, quoi. Et je noterai au passage d'ailleurs que c'est le bétail et les esclaves qui normalement sont tatoués. Mais on peut retrouver ça aussi dans des tribunes de foot, c'est-à-dire qu'on se donne un petit moment d'adrénaline en faisant partie d'une foule pour une équipe de foot. Vu qu'il n'y a plus de projet commun, on se donne un succédané de projets communs à travers une équipe de foot, par exemple. Je te donnais aussi l'exemple, moi quand j'habitais en ville, à Toulouse, les gens, tu vois, pourtant il y a une très belle piste cyclable le long du canal du Midi, donc tu peux très bien faire du roller tout seul quand tu veux le long du canal. Mais en fait ils étaient obligés de se réunir à des centaines de gens qui faisaient du roller. Il y avait même une espèce de voiture balai qui bloquait les rues de Toulouse. Et les gens se retrouvaient à des centaines de personnes à faire des groupes de rollers, quoi. Ou d'ailleurs, ils se marchaient dessus, il y en avait toujours un qui se cassait la figure parce qu'il roulait sur l'autre. Donc il y a toujours un besoin de former un organisme collectif, de faire partie d'un organisme collectif, souvent éphémère d'ailleurs, ça dure jamais longtemps, quoi. Une foule, quoi, tout simplement, comme dirait Gustave Le Bon, pour ne pas se retrouver seul face à soi-même, et se rendre compte qu'en fait la vie n'a pas de sens et qu'on est vide intérieurement. Ouais, mais toi tu prends l'exemple des manifestations de rollers que moi je voyais à Paris et qui m'excédaient, mais on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Moi j'ai bossé pendant quelques mois à la Défense, parfois il m'arrivait de passer sur le parvis où étaient organisés des cours de Zumba collectifs avec des centaines et des centaines de personnes. Les festivals, moi ça m'a toujours fait extrêmement peur, hein. Moi je suis comme toi, je suis agoraphobe. Ça veut dire que si je me retrouve dans un festival ou dans une boîte de nuit, il va absolument falloir que j'abaisse et que j'altère mon état de conscience pour survivre, parce que sinon je vais virer fou. Il y a ce besoin grégaire de se regrouper dans le but de combler son vide intérieur par la réunion des autres soi-même qui sont tout aussi aliénés et altérés que soi. Et ce besoin de collectif m'a toujours un petit peu dégoûté. Et quand tu parlais des tatouages, on peut parler plus globalement du besoin pathologique d'afficher une originalité ou une excentricité toute extérieure, parce que justement on ne cultive plus aucune originalité intérieure. Normalement t'as pas besoin de te mettre des implants dans le crâne, des trucs dans l'oreille et t'habiller en jaune fluo pour
pour exprimer ton unicité dans ce monde, tu vois. Mais comme tu ne fais plus partie d'un groupe, comme tu n'es plus considéré, et comme tu ressens très, très fortement cet abaissement de conscience, cette dégradation de ton matériel, eh bien, les gens vont avoir cette envie, cette pulsion de le combler par une excentricité extérieure très artificielle. Même dans les comportements, ils se revendiquent tous ils se revendiquent tous de micro-comportements qui seraient leur propre identité. Alors on connaît ça avec les comportements sexuels. Alors je suis homosexuel, c'est mon identité. Je suis transspéciste, c'est mon identité. Bon, ça c'est évidemment des cas caricaturaux, mais qu'on retrouve à l'état normal chez presque tous les individus, quoi. Ouais, c'est vrai. Et on n'a pas parlé, en plus de ça, des nouvelles technologies avec Facebook, Twitter, Snapchat, enfin les réseaux sociaux qui restent, même si on est tout seul devant son écran, c'est des comportements de foule puissance 10, hein, encore une fois, quoi, où chacun va essayer de faire le buzz, d'être le plus original, alors que finalement, c'est la bien-pensance et la pensée unique qui règne, quoi. Bah, c'est surtout que c'est le cloaque comportemental que tu ramènes dans l'espace privé qui est censé être un sanctuaire, qui est censé être sanctuarisé. Et c'est pour ça que l'analogie entre les rats qui partent du monde, hein, qui vont vivre un peu comme des ascètes et comme des ermites. Moi, je fais pas du tout l'analogie avec ce que les Japonais appellent les hikikomori, les geeks ou tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, ces gens-là vivent aussi dans le cloaque comportemental. Ils y vivent simplement par le truchement de la technologie, mais aujourd'hui, on peut rester chez soi et se prendre toute la merde du monde devant son écran d'ordinateur, quoi. Ouais. Alors tout ça, ça m'a rappelé un truc de René Guénon, dans Le règne de la quantité. Donc rien que le titre de cet ouvrage, ça rentre parfaitement dans le thème de cette émission. Hein, c'est le règne de la quantité, hein, le cloaque. Et oui, et c'est que la quantité se fait toujours au détriment de la qualité. Voilà. C'est comme ça. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle La haine du secret. C'est-à-dire que lui, il voit l'évolution de la société moderne comme quelque chose où tout serait en public, tout serait en commun, et que quand il parle de secret, c'est qu'on a tous notre secret individuel, hein, c'est pas des cachotteries, c'est juste que ce qui fait notre force en tant que personne, non pas en tant qu'individualité, l'individu, c'est l'être numérique au milieu de la masse, c'est la personnalité, c'est ce qui fait que toi, Ralph, ou moi, Pierre-Yves, on est deux êtres différents, donc on a chacun notre personnalité propre, nos qualités propres, ce qui fait que chaque être humain a sa qualité, quoi. C'est ce qu'on appelle l'âme, c'est ce que les anciens appelaient l'âme. Et en fait, l'ultra-densité humaine, le règne de la quantité, il a un impact direct sur notre âme, puisque justement nous perdons cette unicité qui nous caractérise. Voilà. Et je vais faire une petite citation. Donc c'est juste une phrase, mais bon, vu que c'est Guénon, c'est une très longue phrase, mais qui renvoie exactement à ce que j'ai dit. Donc c'est dans Le règne de la quantité, dans le chapitre La haine du secret. Pour amener les hommes à vivre entièrement en public, on ne se contente pas de les rassembler en masse à toute occasion et sous n'importe quel prétexte. On veut encore les loger, non pas seulement dans des ruches, comme nous le disions précédemment, mais littéralement dans des ruches de verre, disposées d'ailleurs de telle façon qu'il ne leur sera possible d'y prendre leur repas qu'en commun. Les hommes qui sont capables de se soumettre à une telle existence sont vraiment tombés à un niveau infrahumain, au niveau, si l'on veut, d'insectes tels que les abeilles et les fourmis. Et on s'efforce du reste, par tous les moyens, de les dresser à n'être pas plus différents entre eux que ne le sont les individus de ces espèces animales, si ce n'est même
moins encore. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose que Guénon n'avait pas pu voir, mais que moi j'ai observé dans le cloaque comportemental le plus organisé et le plus impressionnant d'Europe, que j'ai pu observer à La Défense, où j'ai travaillé pendant quelques mois, et où là, l'organisation collectiviste, la mise en commun, la normalisation, l'indifférenciation est à un tel paroxysme qu'on a vraiment, vraiment l'impression d'être dans une fourmilière ou dans une ruche d'abeilles. Je suis même sûr que si on le filmait par en haut, on observerait des mouvements de population très 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 similaires. Ouais, ouais. Et ça, c'est justement la solidification absolue, mais on en est même là, comme il le dit à la fin de sa phrase, dans le règne inorganique. Là, on est dans les microbes, les bacilles, quoi, les cellules, quoi, tout simplement, quoi, les organismes les plus simples et indifférenciés possibles. Parce que je rappelle un truc donc de métaphysique, c'est que la qualité pure suppose la différenciation, donc un grand nombre de parties interconnectées, alors que la quantité pure suppose l'indifférenciation et tu formes plus qu'une seule partie mouvante et changeante, quoi. En fait, c'est le chaos, quoi, tout simplement, quoi. On va de l'ordre qualitatif au chaos quantitatif, quoi. Au chaos, pour moi, tout le cosmos est organisé entre ces deux termes extrêmes, et on voit que la grosse ville, la grosse mégalopole moderne, c'est un des derniers stades avant l'indifférenciation absolue, quoi. Ouais, ouais. Comme tu as cité Guénon, moi j'avais envie de citer un autre que je considère comme un grand homme, c'est Claude Lévi-Strauss, qui est anthropologue lui pour le coup, et qui a fait une interview, qui est son interview testament. Alors il a 100 ans quand il fait l'interview, je sais pas si tu te rends compte. Et donc c'est un homme qui a étudié un nombre considérable de populations humaines. On va dire que c'est un amoureux de la diversité humaine. Et il pointe justement cette indifférenciation qui est en train de se produire. Je crois qu'il parle d'un tout humain unifié à venir ou qui serait déjà là. Et il dit qu'il finit ce monde, il finit sa vie dans un monde surpeuplé qu'il ne reconnaît plus, qu'il n'aime plus, et dans lequel il observe un empoisonnement humain. Le courant d'idées que je représente a été très à la mode il y a quelques 40 ans. Maintenant, les préoccupations sont assez différentes et je ne suis pas convaincu que d'ici quelques années, on se souviendra encore de ça. Il semble que la diversité des cultures a été une façon tout à fait essentielle pour l'humanité de se développer et de se maintenir, et que dans cette espèce de monoculture universelle vers laquelle nous nous dirigeons, si nous n'y sommes pas déjà, eh bien je ne me reconnais plus très bien, mais ça n'a pas d'importance, j'appartiens à un autre siècle, à une autre génération. Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. Un empoisonnement humain. Et j'ai trouvé que la formule était d'une force très 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 particulière. L'être humain, par le nombre, est en train de s'empoisonner. Et ça se voit dans les pathologies qu'on observe chez les gens. Je veux dire, les gens sont de plus en plus pervers, masochistes, dépressifs,
c'est quelque chose qu'on observe au quotidien, quoi. Hein. Pour trouver quelqu'un de vraiment bien dans ses baskets dans une grande ville, faut se lever tôt le matin. Hein. Ouais. Julius Evola, il parlait d'auto-contamination. Ouais, bah tu vois, on est dans le même champ lexical. Et justement, bah c'est là que c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que quelle que soit la manière dont on prend le problème, et je crois que tu en avais déjà parlé avec Pierre Louvers dans ton émission sur la vie et la mort des civilisations, c'est-à-dire que qu'on prenne le problème d'un point de vue un peu comme nous on le fait, spirituel, métaphysique. Donc nous on n'a pas besoin des expériences sur les rats de Kaloun pour connaître le résultat, parce qu'on le savait déjà, hein, c'était écrit dans tous les textes sacrés, c'est de la logique pure quand on se place d'un point de vue métaphysique, mais que même les expériences quantitatives les plus terre à terre qui soient rejoignent les conclusions métaphysiques. En fait, tout finit par se rejoindre, quoi. Oui, bah, on peut prendre l'image, là on n'en a pas parlé, mais c'est une belle image. Par exemple, un jardin qu'on laisse à l'abandon va être livré à l'indifférenciation, au chaos, et tu reviens 10 ans après, il y a de plus en plus de plantes, mais c'est des mauvaises herbes entremêlées, des ronces, et il n'y a plus rien d'organisé, quoi. C'est l'indifférenciation, tu vois, la friche, quoi. Ouais. On parle de friche industrielle aujourd'hui, d'ailleurs. C'est rigolo qu'on retrouve de toute façon les expressions, hein. Et ce que tu dis, ça va me faire rebondir, moi, sur les travaux de Oswald Spengler, parce que Pierre, tu parlais de l'émission avec Pierre Louvers sur le déclin des civilisations, c'est un spécialiste, et moi, désolé pour les auditeurs, mais je vais encore faire une citation de Spengler dans le déclin de l'Occident, qui parle du phénomène de la ville mondiale tardive. Donc pour lui, l'urbanisme et l'explosion des villes, l'explosion démographique des centres urbains est un des marqueurs de la fin d'une civilisation. Donc je vais vous lire ces quelques phrases donc du déclin de l'Occident. Donc c'est la version de Gallimard, et c'est page 93-96, quoi. J'ai fait quelques coupures parmi les citations, et je ferai juste remarquer d'ailleurs la beauté de l'écriture, quoi. Alors ouvrez les guillemets. Le colosse en pierre, appelé ville mondiale, est au terme de l'évolution de chaque grande culture. Il s'empare de l'homme de culture dont la campagne a moulé la psyché et en fait sa propriété, sa créature, son instrument, finalement sa victime. Cette masse de pierre est la ville absolue. Ce n'est pas en vain que le temps a pour nom irréversible. Ici, l'on avance, mais on ne recule pas. Le paysanat a enfanté un jour le marché, la ville rurale, et les a nourris du meilleur de son sang. Maintenant, la ville géante, insatiable, suce la campagne, lui réclame sans cesse de nouveaux flots d'hommes qu'elle dévore, jusqu'à mourir elle-même, exsangue, dans un désert inhabité. Ce qui rend le citadin de la ville mondiale incapable de vivre ailleurs que sur ce terrain artificiel, c'est la régression du tact cosmique de son être, tandis que les tensions de son être éveillé deviennent chaque jour plus dangereuses. Fermez les guillemets, quoi. Très beau. Oui, Voilà, l'opposition qu'il fait entre la tension et le tact, c'est l'opposition entre l'homme de qualité qui est un être subtil, et l'homme de quantité qui est un être violent, qui est un être agressif, qui est un être vulgaire, qui est un être dans le désarroi, en souffrance. Voilà. Et c'est tout à fait ce à quoi nous assistons. Tu sais, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que de régression de son être
de son acte cosmique, de son être conscient, et il parle de son être éveillé qui devient chaque jour plus dangereux. Ouais. Et donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est la dichotomie entre homme intérieur et homme extérieur. Ouais. Entre moi, ce que j'appelle l'âme haute et l'âme basse. Enfin, c'est pour faire simple, hein, parce que les grands auteurs en ont toujours parlé, qu'on est deux en nous-mêmes, on a une partie consciente, spirituelle si on veut, et une partie animale et matérielle tournée vers la survie et la reproduction. Mais quand une de ces deux parties prend le pas sur l'autre, bon bah soit on coupe cette âme basse, et là on est Jésus, un grand yogi, un grand soufi, un grand ascète, mais quand on coupe cette âme haute, ben on redescend à l'état animal, et donc c'est la bouffe, c'est le sexe, c'est la violence. C'est l'ego. C'est l'ego. Oui, c'est l'ego, mais il faut pas non plus. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que justement cet ego, tu peux le faire monter à travers l'âme haute, mais tu peux le faire descendre dans l'âme basse. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que même les grands saints, les grands yogis, ils ont encore leur ego, quoi. Mais sauf que ils maîtrisent sciemment, alors que quelqu'un qui sera que tourné vers son âme basse, et ben essaiera de nourrir le plus possible son ego. Tu sais, on parle de chevaucher le tigre. Le tigre, cette âme basse, et une personne qui est que un homme extérieur, tourné vers la matière, bah, au lieu de le chevaucher et de le maîtriser, il lui donne des gros steaks à bouffer, quoi, au tigre, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'avais utilisé une image qui était encore plus belle, je trouve, que chevaucher le tigre, qui est un petit peu suranné. C'est qu'on représente très souvent les saints ou les prophètes chevauchant un âne. Et cet âne, c'est leur âme basse. Alors que ceux qui cultivent leur âme basse sont eux-mêmes des ânes. Ils sont même pires que des ânes, puisque l'âne accomplit sa propre nature en étant un, alors que l'homme qui redescend l'homme qui s'abaisse, l'homme qui se limite à son état animal, à son âme basse, est pire qu'un animal. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis souvent, c'est la grandeur et la décadence de l'homme. C'est-à-dire que c'est dans Métaphysique du sexe, tu sais, Evola parle de ça, c'est que l'homme, s'il veut, il peut maîtriser sa sexualité et devenir un ascète, mais il peut en même temps multiplier les conquêtes ou être acteur porno et faire n'importe quoi avec les femmes. Donc on peut se grandir, mais on peut aussi se rabaisser, quoi. Et c'est vrai, quand j'utilise le terme d'âme animale, je pense finalement, tu as raison, c'est mal choisi. Il faudrait dire, comme dirait Guénon, d'ailleurs, il utilise cette expression de infra-humain, quoi. Oui, l'infra-humain, ouais. Bon, quand on sépare les niveaux de psyché, le monde moderne, la science moderne ne reconnaît que notre nature animale, puisque c'est la seule qui puisse donner lieu à des expérimentations quantifiables. Donc pour les scientifiques modernes, le monde se limite à ce que la science peut appréhender. Mais sinon, dans toutes les traditions, on a le corps, on a l'âme, c'est ce qui fait notre individualité, c'est ce qui fait notre unicité véritable, et c'est ce qu'il faut être capable de cultiver aussi. Et puis après, il y a l'âme la plus haute, qui est l'esprit, qui est le même pour tous, et qui est le divin en nous-mêmes. Bon, quand on est dans un univers de densité humaine colossale, d'organisation humaine ultra aliénante, bah c'est l'âme haute, donc c'est l'âme et l'esprit qui en pâtissent. Et par contre, l'âme basse, l'animalité, le corps, lui aussi, le corps va faire comme une excroissance, mais il va devenir taré. Voilà, comme un cancer qui
qui va, de ces cellules cancéreuses, abîmer le corps, et on va avoir, et c'est ce que Kaloun observe dans son expérience, des individus avec des pathologies psychologiques dans tous les sens. Mais alors vraiment dans tous les sens. Ouais, dans tous les sens. Et on pourrait même parler aussi de l'attaque des corps par la pollution visuelle, par la pollution sonore, la pollution urbaine. Voilà, la malbouffe, parce que pour nourrir un grand nombre d'individus, tu vois, c'est des mathématiques, quoi. Plus le dénominateur est élevé, plus le résultat est faible. Donc on va bouffer de la merde, respirer de la merde. C'est ce que je te dis. Moi, j'ai toujours été citadin. Pour donner un exemple personnel, là, ça fait 5 ans que j'habite à la campagne. Déjà, j'ai mis très longtemps à m'y habituer, parce que c'est pas facile de faire la transition quand tu as toujours été citadin, d'habiter à la campagne. J'ai bien mis 1 an ou 2 vraiment pour me sentir bien. Mais ce que je te disais, vraiment la différence, c'est le fait de voir du vert. Tu vois, les gens à la campagne, ils sont pas plus géniaux que les gens des villes, surtout à notre époque. Non. Mais le fait de voir des arbres, de voir la suite des saisons, de voir un monde mouvant, naturel autour de soi, te renvoie justement, c'est l'expression de Spengler que j'aime beaucoup quand il parle de tact cosmique. Tu es beaucoup plus proche des rythmes naturels et donc normaux qu'en ville où les choses sont à angle droit, en béton, inertes, unicolores. Et je sais pas, par exemple, moi, les bruits que j'entends, c'est beaucoup de bruit d'oiseaux, du bruit du vent, alors qu'en ville, on entend une espèce de ronronnement de moteur, une espèce de brouhaha lointain, et c'est pas du tout la même qualité sonore, par exemple. Et pareil pour les odeurs. Tu sens quand, par exemple, là, il y a pas très longtemps, je suis sorti de chez moi et j'ai senti le printemps, par exemple. Alors qu'en ville, on ne le sent pas. Il faut aller peut-être un peu dans les parcs publics, mais je veux dire, c'est pareil. On se met juste à crever de chaud dans son tout petit appartement et on sait que la belle saison arrive. Mais sur la ville en particulier, il y a une gradation aussi dans la ville. Et ça, je l'ai toujours observé, c'est que jusque 1900-1920, on voit que dans les constructions urbaines, dans l'architecture urbaine, c'est-à-dire ce qui va être quand même le décor de notre existence, l'humain a ce souci perpétuel du beau. Il va toujours essayer de faire quelque chose d'un petit peu beau, un ornement joli, une forme de toit jolie, un portail joli. Et ce souci du beau a totalement disparu après-guerre, et on ne fait plus que des bâtiments ultra utilitaristes qui, comme tu l'as dit, entre la ville et la campagne, il y a pas la même vibration. Mais dans les structures modernes, alors qui sont parfaitement bien organisées, par contre, pour que les individus circulent, justement, des notions de cloaque comportementale ont été prises en compte pour que ça se produise le moins possible. Mais c'est inhumain. C'est totalement inhumain. Voilà, il y a peu. Ce sont des bâtiments ou ce sont des quartiers qui auraient pu être créés par une intelligence artificielle sans âme, quoi. Ouais, c'est vrai. Et parler aussi de ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans un monde traditionnel et moins urbain, les liens de la société sont organiques, hiérarchiques, et donc on pourrait parler de liens verticaux. Ouais. Alors qu'en ville, on a des réseaux de communication, des liens horizontaux. Et ce que tu as dit m'a fait penser à un truc, parce que je suis sûr que tu l'avais vu au lycée, enfin je pense que les auditeurs ils verront ce que je veux dire, c'était la composition des immeubles dans Paris au 19e siècle, où tu sais, tu avais la concierge au rez-de-chaussée, au premier étage tu avais un gros appartement bourgeois, au second étage c'était 4 appartements, on va dire, des classes moyennes, et au dernier étage c'était dans les combles, et t'avais le clodo tout seul, alcoolique, la famille nombreuse, très pauvre, ou
le poète un peu fou sous les combles, et donc tu retrouvais quand même encore une hiérarchie verticale dans les immeubles du 19e siècle, alors qu'aujourd'hui ça marche par quartier, par zone urbaine, où tu vas avoir les banlieues, les faubourgs, tu vois, les banlieues pauvres, les faubourgs de classe moyenne, et les centres-villes des bobos riches, proches du pouvoir, des médias, et de tous les boulots actuels du tertiaire qui font notre monde, quoi. Donc, tout à fait, c'est une horizontalisation de la vie, quoi. C'est tout à fait vrai pour une société qui n'a que le mot vivre ensemble à la bouche. Aujourd'hui, on voit que, et ça c'est très prégnant dans les villes nouvelles, comme tu l'as dit, c'est organisé par quartier. Il n'y a plus du tout une vie de la ville ou un centre-ville. D'ailleurs, maintenant, les villes nouvelles, des fois, il y a même plus de centre-ville du tout. Oui, en effet, il n'y a plus du tout de vivre ensemble, quoi. Il y a les pauvres d'un côté, les classes moyennes de l'autre, les riches de l'autre, le quartier d'affaires de l'autre. Alors qu'avant, tout cela était mélangé et tout cela faisait la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Alors déjà, de toute façon, ce qu'on appelle le centre-ville, aujourd'hui, par exemple en France, c'est la ville médiévale. C'est la vieille ville. Voilà, c'est là où on se rend compte d'ailleurs qu'il y a toujours eu des villes, mais c'était des villes vraiment de taille humaine et qui étaient organisées autour d'un bâtiment central qui était toujours un bâtiment sacré. Dans toutes les traditions, les villes se sont organisées autour du monument sacré principal, quoi. Enfin, c'est le truc super connu, tu sais, de l'église au milieu du village, quoi. Oui. Alors qu'aujourd'hui, les grands centres, tu sais, comme aux États-Unis, les downtown, c'est sur des buildings de commerce et d'affaires que les villes se sont organisées. Ou alors on va faire des centres commerciaux géants et on va construire des lotissements autour du centre commercial, quoi. Enfin, mais c'est plus, donc on voit quelle est la priorité aussi d'une société à travers l'aménagement de son territoire. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure des festivals, du roller, mais même plus trivialement, hein, le supermarché, le centre commercial, le mall où les gens s'agglutinent par milliers le samedi après-midi pour aller acheter des trucs. En plus, enfin moi je sais pas, toi, j'imagine que t'es vraiment pas du genre à te promener dans les centres commerciaux. En plus, j'aurais une anecdote personnelle après par rapport à ça. Donc si, tu vois, tu sors de là-dedans, je sais plus où j'ai été. La dernière fois que j'ai fait ça, d'ailleurs, ça m'a écœuré. J'étais au Trois Soleils ou je sais pas quoi à Créteil, mais alors un truc. Je m'attendais à un petit centre commercial pépère, mais je me suis retrouvé. J'avais l'impression d'être en Arabie Saoudite, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on a des trucs incroyables maintenant. Et en plus, tu sors de ça complètement vidé, parce que tu te dis, mais j'aurais jamais le millième de ce qu'il y a. Enfin, tu rentres de là-dedans, t'as l'impression d'avoir tout ce qu'il te faut. Tu sors de là-dedans, t'as l'impression de manquer de tout, quoi. Tu vois, en plus, c'est horrible, quoi. T'es confronté à un désir de consommation totalement délirant. Ça c'est, si tu veux, le centre commercial, il me fait encore plus peur que le cours de Zumba, quoi, parce que ça c'est vraiment, on y est tous soumis, quoi. Quelque part, on y est tous soumis quand on va faire nos courses avec notre bagnole. Parce que le cloaque comportemental, nous on n'est pas là pour en parler, pour dire regardez, les gens sont tous tarés. Nous sommes tous à l'intérieur de ce cloaque comportemental et tous nous développons des mécanismes de défense pour survivre à ce cloaque comportemental. La plupart du temps ça va être des névroses, chacun ses névroses. L'excès de sociabilisation crée des névroses, ça c'est très 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 connu. Mais après on va avoir des comportements ultra flippants de zombification, des gens qui deviennent vraiment des zombies, de vampirisme, des gens qui deviennent des psychopathes. On le voit avec les rats. Pourtant la nourriture. Là je te coupe, mais je te donne mon anecdote sur les supermarchés. Vas-y. C'est que moi je suis plutôt quelqu'un de calme et de gentil, tu vois, je suis pas méchant comme gars. Et ben la dernière année à Toulouse, quand j'allais au supermarché, c'était vraiment une torture, tu vois, il y avait trop de gens, c'était la queue aux caisses, et je ne supportais plus, tu sais, les petites vieilles, ou les punks à chiens, ou les gens qui te passent devant, ou tu sais, genre ça
5 minutes que tu attends à la caisse, il y a une caisse qui ouvre, et les gens qui sont derrière toi, ils se précipitent en courant pour te passer devant. Et là, moi, j'avais envie de tuer des gens directement. C'est-à-dire que, alors que je suis quelqu'un de gentil, j'étais dans un état de stress et d'énervement que j'ai jamais ressenti de ma vie. Et c'est ce genre de scène où quand moi je revenais tout seul chez moi avec mes courses, je me disais putain mais t'es complètement dingue, t'es complètement cinglé, pourquoi tu te mets dans des états pareils? Tu vas juste faire tes courses. Et c'est ça qui m'a fait dire vas-y là il faut que tu partes absolument à la campagne, quoi. Donc tu vois, quelqu'un qui a une nature calme comme moi peut devenir complètement dingue au bout d'un moment, entouré de gens, compressé, stressé. Mais il faut bien comprendre que ce cloaque comportemental, il est une source de souffrance, et que la dégradation du matériel humain, c'est ça. C'est l'énervement c'est l'énervement parce qu'on en a marre d'avoir des journées toutes pourries, à faire la queue à la caisse, à prendre les transports, à subir au travail des protocoles organisationnels de plus en plus délirants, à être dans les embouteillages, à rentrer chez toi et à devoir supporter sa bonne femme qui est complètement folle parce qu'elle aussi, le cloaque humain pèse sur elle, en plus en habitant dans des appartements confinés où les gens deviennent fous parce qu'en fait normalement on a besoin d'espace, on n'est pas fait pour vivre. Des ruptures dans les couples. Bah évidemment. Le confinement et le fait que les gens soient dans des petits appartements, c'est la cause première des ruptures dans les couples modernes, ça. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les rats, c'est-à-dire que tu es dans un espace exigu avec un individu. Qu'est-ce qui se passe avec les couples urbains? Eh ben, ils s'engueulent, ils ne font plus d'enfants, et puis la femelle finit par atterrir dans un autre nid où de toute façon ce sera pas mieux que dans celui d'avant. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là-dessus, d'ailleurs, je voudrais dire que je pense même que les femmes, dans le cloaque comportemental, prennent plus cher que les hommes. Elles sont plus malheureuses que les hommes, parce que la nature féminine est suggestionnable, elle a un esprit de nidification et réceptive aux influences externes, alors que j'allais dire le logiciel interne du mâle, du masculin, est quand même de lutter contre les éléments. Donc je pense que c'est très difficile d'être un homme aussi en ville, mais je pense qu'on a plus d'armes intérieures pour y survivre que les femmes. C'est pour ça que souvent la femme urbaine, tu vois, les gens, notamment justement les masculinistes, tout ça, vont critiquer beaucoup la femme moderne. Mais il ne faut pas oublier que je pense qu'elle prend plus cher que nous aussi dans ce genre de société compressée et surpeuplée, quoi. C'est une des premières choses qu'observe Kaloun dans son expérience. Dès l'instant que le cloaque comportemental commence à arriver. Alors, c'est très rigolo parce que Kaloun, en fait, il avait déjà mené plusieurs fois la même expérience. Et en fait, l'expérience qu'on connaît, qui s'appelle le cloaque comportemental et qui a donné l'objet, et qui a fait l'objet d'écrits dans des revues scientifiques, etc. C'est l'expérience terminale, mais il en avait déjà fait d'autres avant, dans des proportions moindres. Et par exemple, il organisait des box pour les rats qui étaient conçus pour accueillir 50 rats. Et à partir du moment où la population atteignait les 80 rats, tout ce dont on parle depuis le début, de dégradation du matériel organique, de développement de pathologies, de perturbation des comportements sexuels, ça apparaissait à partir de 80 individus. Donc ça arrive très vite en réalité, hein. Il n'y a pas besoin d'imaginer Calcutta avec des milliers de gens entassés les uns sur les autres. Non, non, non. Ce type de comportement s'observe partout où on a une surpopulation qui pourrait même paraître infime, quoi. Et pour te rejoindre, dans cette surpopulation, effectivement, les femmes qui ont un instinct de nidification, qui ont un instinct de sécurité, elles sont soumises à un stress très particulier qui font que leur comportement
ça va pas se manifester par de l'agressivité, mais elles vont elles aussi créer des mécanismes de défense psychique qui vont notamment les rendre impropres à la maternité, qui vont notamment enfin voilà, c'est je te dis l'analogie entre ce qui se passe chez les rats et ce qui se passe chez les êtres humains est vraiment éclatante quoi. Ouais, ouais. Et la personne qui est du coup quelqu'un qui commente sur nos deux chaînes avec qui je discutais, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire le sujet sur le cloaque comportemental. Lui me parlait aussi des enfants qui étaient mis très tôt en crèche et à la garderie parce que la mère travaille. Je crois que c'est au bout du troisième ou quatrième mois. 3 mois. 3 mois, quoi. Ouais. Et toi et moi, on a eu des gamins. 3 mois, c'est vraiment tout petit, quoi. Et donc, du coup, les êtres humains ont vraiment besoin de la présence de la mère pendant j'allais dire même les 5-6 premières années de la vie. Hein. On reproche souvent d'ailleurs, et pour cause, que les mères couvrent trop les enfants, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que des enfants qui ont été maternés, entre guillemets, couvés par leur mère, ça fait au moment de l'âge adulte des gens indépendants, sûrs d'eux, et qui ont confiance au genre féminin, alors que des enfants qui seront élevés à la garderie, donc en collectif, hein, qui sont aussi des cloaques comportementaux, hein, mais tout à fait. Les crèches urbaines, ça fait des hommes qui n'ont pas eu assez, on va dire, d'amour maternel dans leur jeune âge et qui vont chercher chez les femmes, quand ils arriveront à l'âge adulte, une mère de substitution et qui en feront justement des cinglés, des inadaptés à la vie de couple. Donc c'était très intéressant, j'ai trouvé comme remarque, de me faire dire qu'il fallait absolument qu'on parle des crèches et des garderies qui déstructuraient le psychisme de l'enfant dès les premiers mois, quoi. Ouais, mais plus on structure le monde extérieur pour organiser le cloaque humain, plus on déstructure le monde intérieur. Et ce que tu es en train de dire sur le fait d'arracher l'enfant à sa mère au bout du 3e mois pour mettre l'enfant en crèche, où l'enfant ne va pas avoir les mêmes soins qu'avec sa mère. Faut quand même bien en être conscient. L'enfant, il va patauger dans son caca en permanence, il va être dans les cris des autres enfants en permanence. Lorsqu'il va recevoir des soins, j'ai rien contre le personnel, les puéricultrices et ce genre de choses, elles font très bien leur métier, mais elles sont incapables de donner à l'enfant l'amour de la mère. Elles en ont marre, elles s'occupent de, je sais pas combien elles s'occupent d'enfants dans la journée, 10, 12, 15, et c'est d'une violence absolue. Et alors là, je mets l'accent sur le père. Le père, c'est 11 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Et tu parles de ça au moment où mon enfant, maintenant il a 4 mois, mais justement, on s'était, comme ma femme ne travaille pas, on s'était dit, tiens, aujourd'hui elle a 3 mois, ma femme a dit, tu te rends compte, si je devais aller bosser, on sera obligé d'aller laisser le petit à la crèche. Et j'ai trouvé, c'était impossible. Mon gamin, il a 6 ans. La mère de mon fils, elle m'avait fait exactement la même remarque au bout de 3 mois. Comme quoi, tu vois, c'est pas anodin et que ça marque les femmes au fer rouge, quoi, cette séparation parce que 3 mois, c'est un nourrisson, hein, c'est même pas un enfant. Mais c'est rien, mais c'est 3 mois, mais ça m'aurait rendu malade de me dire qu'il est dans un environnement étranger toute la journée, que le soir, on va le récupérer. Alors on est dans les couples qui laissent les enfants dans les crèches, il y a les 2 à bosser, c'est-à-dire que les 2 parents, ils sont exténués, ils en ont marre de leur journée de boulot. La seule chose qu'ils font avec l'enfant, ils ont même pas le temps de lui faire des câlins ou de faire quoi que ce soit, hein. Ils lui changent la couche, ils lui donnent le bain, ils le couchent pour eux se dépêcher d'avoir leur petite demi-heure ou leur petite heure tranquille pour pouvoir repartir le lendemain. Évidemment, quand on vit dans ces conditions, les enfants vont mal, les adultes vont mal, et finalement les pathologies qu'observe Kaloun chez les rats, ces pathologies-là, on va les retrouver chez les humains, quoi. C'est évident. Ouais, totalement évident. Et puis, sans parler des crèches, tout simplement, un exemple tout simple,
c'est que on fait des classes de 30, 40 élèves aujourd'hui à l'école, et on a de plus en plus besoin de soutien à domicile où tu auras un professeur pour 1 ou 2 élèves. Donc comme quoi, en fait, on sait très bien que le petit nombre amène toujours plus de qualité que le grand nombre. Si on sait très bien que si on faisait des classes de 10 élèves, bah, ça marcherait mieux qu'une classe de 30. Enfin, là, je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais on sait très bien que le grand nombre fait chuter la qualité commune, quoi. Mais t'enfonces pas des portes ouvertes, parce que l'école est un lieu de sursociabilisation qui fait énormément souffrir les enfants, et particulièrement les enfants les plus sensibles, quoi. L'école, c'est terrible, et comme tu dis, comme de toute façon les enfants n'arrivent pas à apprendre à l'école dans cet environnement de sursociabilisation, d'abord on leur donne des devoirs quand ils rentrent chez eux, et en plus ils doivent prendre des cours particuliers pour à la fin, à 18 ans, avoir appris 3 fois que dalle sur 3 fois rien. C'est énorme la violence qu'on fait subir aux enfants dans leur parcours éducatif, alors que dans une société moins quantitative, non seulement ce serait beaucoup moins douloureux, mais en plus ce serait beaucoup moins efficace. Je suis persuadé que dans un environnement où on subit moins de stress, un enfant à 11-12 ans, n'importe quel enfant, je suis pas en train de parler d'enfants avec des QI incroyables ou de surdoués, il est capable d'avoir les mêmes connaissances qu'un bachelier d'aujourd'hui. Largement. C'est vrai, et ça, de toute façon, ça se voit même dans le vocabulaire, parce qu'avant on parlait d'instruction publique, et aujourd'hui on parle d'éducation nationale, mais c'est un petit chien qu'on éduque, hein. Un être humain, on l'instruit, quoi. Ouais, on le retrouve aussi dans le vocabulaire agricole. Avant on parlait de ferme, aujourd'hui on parle d'exploitation agricole, quoi. On exploite la terre pour nourrir le maximum de personnes. D'une nourriture de moins en moins vitale, hein. J'étais un autre ami sur Facebook que je salue qui s'appelle Hans et qui se reconnaîtra, qui a posté des extraits de la Bhagavad Gita sur la nourriture, qu'est-ce que la nourriture sattvique, la nourriture tamasique, et les Indiens parlent de la nourriture en conserve, de la nourriture pourrie, de la nourriture moisie, qui va abaisser notre âme, alors que la nourriture sattvique, c'est la nourriture fraîche, c'est la nourriture qu'on a produit soi-même, c'est la nourriture qui vient d'être cueillie. Bon bah ça, en ville, on n'y a pas accès. On mange, à part le petit bobo qui fait son marché bio, mais enfin, quand tu travailles beaucoup, tu peux pas t'imposer ce genre de choses. Tu manges des conserves, des plats au micro-ondes, des fast-food, et ça aussi, ça dégrade le matériel humain, quoi. Bien sûr. Et on peut même, d'ailleurs, enfin, ça c'est une petite remarque, on en avait parlé dans l'émission sur les vampires, qu'on nous parle même, tu sais, que là ça ressemble à Soleil Vert, tu sais, au film d'anticipation. On va vraiment finir par bouffer du cadavre, et comme les rats de l'expérience de Khaloud, on va finir anthropophage, hein, à ce rythme-là, hein. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis sur Soleil Vert, que attends, j'ai pris une petite note sur le sujet. Donc Soleil Vert, c'est un bouquin qui a été écrit par Harry Harrison. Moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le super film Soleil Vert. Moi, je vous conseille Soleil Vert pour 2 raisons. D'abord parce que le scénario, il est incroyable. C'est pas la peine de spoiler. De toute façon, c'est pas la finalité du film qui est intéressante. L'humanité est complètement surpeuplée, tout le monde est rationné, tout le monde vit dans un univers concentrationnaire complètement dissolvant et aliénant. Il n'y a plus de bouffe parce qu'il n'y a plus de place pour cultiver. La bouffe est seulement réservée aux très 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 riches. Et les gens bouffent une sorte de pain qui s'appelle le Soleil Vert et qui est censé être fait avec du plancton, parce que les hommes n'ont pas envahi encore les mers, et bon, ils ont mangé tout le poisson, mais il y a encore du plancton en masse par milliards de tonnes, soi-disant, et les gens bouffent ça. Et à la fin du film, on se rend compte que en fait, non, ce sont les gens qui vont se faire euthanasier et qui finissent dans des usines et qui finissent en bouffe. Et le Soleil Vert qu'ils mangent, en fait, c'est l'anthropophagie, quoi. C'est le cannibalisme généralisé. Et ce film-là, il est très drôle à regarder parce que c'est le futur
tel que le voyaient les gens d'avant. Alors c'est ultra kitsch, il y avait des trucs qu'ils avaient pas du tout anticipé, les télés sont pourries, les vêtements sont pourris. Burt Lancaster, il a vraiment la tête de l'acteur des années 50, il ressemble pas du tout à un mec d'aujourd'hui. On voit que c'est le type qui a été élevé à la campagne, au bon air, au maïs, hein. Il fait pas du tout type de mec qui a vécu dans un univers surpeuplé, hein. Ça fait plutôt l'homme qui a vécu à l'âge d'or. Et voilà. Et ce film est directement inspiré, le livre est directement inspiré de l'expérience de Calme. Directement. C'est ce qui a inspiré son auteur. Ouais, ouais. Je savais pas. Et pour ton information, il y a des conférenciers donc à l'OMS et dans les grands organismes mondiaux en marge de Greta Thunberg qui parlent sérieusement de ça aujourd'hui dans des conférences de recycler la matière organique humaine pour pourrir l'humanité. Ça existe officiellement en 2020 des conférences sérieuses avec des gens en costard qui parlent d'anthropophagie sans honte, quoi. Mais ne serait-ce que pour sans aller jusqu'au cannibalisme, il y a déjà des solutions pour que votre corps serve d'engrais en fait. Et c'est déjà des choses qui font leur chemin, c'est-à-dire que même jusque dans la mort, jusque dans la putréfaction de votre cadavre, eh bien on se sert de vous dans le grand tout organisationnel ultra complexe du cloaque comportemental. On peut même pas vous laisser pourrir tranquille, quoi. Ben, tu sais, pour prendre une image, de toute façon, tu sais, moi j'aime beaucoup les images avec la nature, mais quand un corps, tu vois, tu mets un corps dans un cercueil, il est sans vie et rigide, et si tu l'ouvres, c'est un peu macabre hein, ce que je vais dire, mais si tu l'ouvres quelques mois plus tard, ce cercueil, c'est un cloaque comportemental de rats, de mouches, de vers, de bacilles, c'est-à-dire que la vie, elle est aussi dans la mort, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois. Oui, mais c'est le côté où c'était la dissolution après le processus de solidification. Moi, ce qui me choque, c'est pas tant que nous sommes poussière, nous retournons à la poussière et à la fin nous retournons à la terre et nous réintégrons le grand tout d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui me choque, c'est le côté organisationnel jusque dans la mort, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un meurt, on pense pas d'abord à se dire que c'est une âme qui nous a quittés et qui va nous manquer et dont on va ritualiser la mort de manière belle pour s'en souvenir. On pense d'abord au capital énergétique du cadavre et comment on va pouvoir l'exploiter, quoi, tu vois. Et c'est cette approche qui me choque. Pas tant qu'on retourne à la terre. De toute façon, ça c'est inéluctable. Mais c'est cette approche utilitariste et nihiliste jusque dans la mort, quoi. Tu sais, j'avais fait un aphorisme sur mon blog où j'avais mis que les villes modernes, c'était hormis la puanteur et le bruit, c'était des fidèles anticipations des cimetières. Et un cimetière, c'est une mini-ville, en fait, si on y pense. Avec des gros cubes de pierre, des allées droites, et c'est une petite ville en fait. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'il y a une solidification des cimetières, parce que les cimetières à l'ancienne, c'était souvent, t'avais juste une croix dans l'herbe. Ouais, c'était beaucoup plus beau d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, le cimetière, il est en pierre solidifiée à l'extérieur du village, tu vois, ça, t'as même une image de cette solidification avec les cimetières, quoi. Mais quand tu te promènes, parce que maintenant tout ça n'est plus possible, on peut même plus déverser les cendres des morts dans la nature et tout ça, on peut plus rien faire, hein. Il y a toujours des normes, hein. De toute façon, l'excroissance de normes, de décrets, de lois est aussi le marqueur hein, d'un cloaque comportemental. Et quand je me baladais en Corse, on peut trouver en Corse des tombes dans la forêt, sur le bord de la route. Et j'avais trouvé ça tellement beau par rapport au cimetière qu'on connaît avec ces plaques de marbre déprimantes. Là, c'était des édifices plutôt jolis au milieu de la nature, devant la mer. Et voilà, ça montrait que l'âme humaine et l'humain avaient beaucoup plus de valeur et étaient beaucoup plus considérés
qu'il ne peut l'être maintenant, quoi. Aucun humain dans la mort n'aura les funérailles de ce Corse qui est mort, je sais pas quand, en 1750, C'est vrai. qui est mort de manière magnifique. Ainsi aussi du rejet de la mort, c'est-à-dire qu'avant les morts étaient au milieu du village. Tu vois, l'église était au milieu du village et tu avais le petit cimetière qui entourait l'église et tu avais ensuite les maisons autour. Alors qu'aujourd'hui, il est rejeté à l'extérieur et si tu te balades à la campagne, tu verras que c'est là aussi où on met les poubelles. Que les gros bacs de poubelles, ils sont toujours à côté des cimetières, à l'extérieur des villes, comme si on voulait s'en débarrasser et comme si c'est la vie humaine qui perd de son importance par la surpopulation. Si tu es dans une communauté de 100 personnes, un mort, il a son importance. Quand tu es 10 000, c'est 1 sur 10 000, on s'en fiche, quoi. Et alors, quand tu es 7,55 milliards, là, ça n'a vraiment absolument plus aucun intérêt. Alors, sur ces 7,55 milliards, tu as noté qu'il y en a 4,5 milliards qui vivaient en Asie. Et après, moi, je parle comme un observateur extérieur parce que j'ai connu l'Inde, mais je suis jamais allé en Chine ou au Japon. Et c'est pour moi ces sociétés-là où on observe les névroses et les pathologies dues au cloaque comportemental. C'est là qu'on les observe de manière les plus exacerbées. Alors, je sais pas si tu as déjà regardé du cinéma coréen, tu vois. Mais une fois, enfin, ils sont complètement dingues. À un moment. Du pangolin. Hein. Oui. Moi, je te dis, j'ai un souvenir d'un film coréen que je me suis maté comme ça. Je n'ai plus du tout le souvenir du titre, mais dans le film, le personnage rêve et il rêve de sa mère géante et il rentre à l'intérieur de la chatte de sa mère, tu vois. Et j'ai regardé le film, j'ai fait non mais la puissance de la névrose du mec, quoi. C'est-à-dire que ça va vraiment trop loin, quoi. Non, mais c'est vrai, et tu sais, là tu prêches un convaincu parce que moi j'ai toujours trouvé que la civilisation chinoise était surcotée. D'ailleurs, tu sais, on parlait un jour de l'anthropophagie des Chinois. au moment de la révolution maoïste. Il y a eu des banquets de chair humaine pendant la révolution maoïste. Et j'avais fait des recherches pour retrouver le nom du livre qui parle de ça. C'est un livre qui s'appelle Stèle rouge. Et en fait, j'étais tombé carrément sur la page Wikipédia qui s'intitulait Histoire de l'anthropophagie en Chine, quoi. Où en fait tu te rends compte que depuis la nuit des temps, l'anthropophagie est quelque chose de courant en Chine, et la Chine a toujours été l'endroit du monde peut-être le plus surpeuplé et le plus urbanisé, quoi. Même au Moyen-Âge, même il y a 2000 ans. Tu te rends compte comment la considération de la qualité humaine par les autres lorsque ton corps, lorsqu'il meurt, est vu comme une denrée alimentaire, quoi. Ouais, et c'est incroyable. Ça, tout le monde a vu, tu sais, des caméras de surveillance où t'as des gens qui font des malaises ou un accident de la route, et t'as peut-être des milliers de personnes qui passent sans regarder la personne qui agonise par terre, mais là en ce moment, hein, en 2001, quoi, et avant qu'il y ait une personne qui s'arrête pour prendre des nouvelles, quoi. Donc on voit vraiment que la vie humaine, la vie personnelle, la personne, elle est complètement effacée à l'intérieur du collectif. Et ça va me faire rebondir aussi sur un truc d'actualité. Franchement, tu sais, moi je m'en fous du coronavirus, quoi. Moi, c'est le virus des médias qui m'a pété la tête plus que le virus en lui-même. Mais par contre, là vraiment une chose qui moi m'inquiète et me fait vraiment dire, vraiment, allez tous vous faire foutre, c'est que j'entends de tout le monde dire, regardez comment les Chinois ou les Coréens du Sud ont géré la crise. Et pour moi, c'est des enfers collectifs. Donc si l'exemple c'est ça, c'est là que vous voulez vivre. Vous voulez vivre en Chine avec des drones et des flics qui vous prennent la température, avec des applications iPhone pour vous tracer dans chacun de vos mouvements, allez bien vous faire foutre, quoi. Là, je parle vraiment à tout le monde, quoi. Je parle à tout le monde, quoi. Alors ça, c'était plutôt le modèle coréen, qui ressemble beaucoup au modèle japonais. Alors dans le modèle japonais ou dans le modèle coréen, donc il va être
qui vont être des illustrations exacerbées du cloaque comportemental pour moi, c'est que c'est l'aspect discipline collective qui va être exacerbé par rapport à chez nous. On est quand même beaucoup moins peuplé, hein. Je crois que dans toute l'Europe, enfin bon, bref, au Japon, c'est tout petit, ils sont 125 millions, tout le monde marche droit, chacun marche de son côté dans le métro, ils sont capables de s'imposer une discipline collective phénoménale. Mais alors par contre, au niveau des névroses personnelles, on est aussi dans un autre monde, quoi. Le japonais, attention. Hein. Oui, mais parce que... Attention comment il est déglingué de sa tête, hein. Tu sais, moi, justement, quand on dit les Français, tu vois, tout le monde dit les Français sont indisciplinés. Ben, j'allais dire heureusement. C'est pour ça qu'on a un grand pays. C'est qu'on a des individualités fortes qui veulent pas se laisser faire par une autorité et qui sont peut-être beaucoup plus individualistes que les Chinois. Mais c'est ça aussi qui fait la qualité d'une civilisation. Oui, on présente toujours l'individualisme. Le lion et le zèbre, en fait. Le zèbre, il est moins fort que le lion, donc il est obligé d'inventer une intelligence collective, alors que le lion, il peut vivre tout seul sous son arbre à bâiller, en fait. Et on présente, moi, je préfère être lion que zèbre. On présente toujours l'individualisme comme quelque chose d'ultra négatif. Ah oui, l'individualisme, si c'est vivre au sein d'un énorme groupe humain, et n'en avoir rien à foutre de rien et de penser qu'à son propre plaisir, là on est dans l'individualisme pervers. Par contre, l'individualité, ne pas vouloir se fondre à tout prix dans un collectif, cultiver les spécificités de son âme haute, c'est pas quelque chose de négatif, hein. L'homme occidental est profondément individuel, hein. Il l'a toujours été et il le sera toujours, et c'est ce qui fait sa grandeur. Hein. Oui, moi je parle toujours d'individualisme bien compris. C'est que avant de vouloir sauver les autres ou de sauver la planète, ça d'ailleurs, tu vois, on pourrait digresser là-dessus, mais tu vois, souvent je me dis anarchiste de droite, et ben la différence entre un anarchiste de droite et un anarchiste de gauche, c'est que l'anarchiste de droite, il va partir de soi-même, déjà de s'occuper de soi-même pour bien s'occuper de ses proches, et pourquoi pas faire société. Alors que l'anarchiste de gauche, c'est un fumeur de joint alcoolique qui a des grands projets collectifs alors qu'il sait même pas faire son lit ou il sait même pas se raser, quoi. Tu vois la différence ? Avant de vouloir imaginer des groupes humains qualitatifs, il faut déjà se connaître soi-même. Hein. Il faut déjà se connaître impitoyablement soi-même et s'être élevé soi-même. Et à partir du moment où t'as déjà fait ce travail sur toi, t'es peut-être capable d'envisager une vie collective qualitative. Mais c'est certainement pas le cas, de ce qu'on peut appeler des anarchistes de gauche ou des collectivistes de gauche. Même si aujourd'hui je sais même plus ce que ça veut dire, mais c'est même moi aussi, quand je dis ça, anarchiste, je sais pas quoi, même de droite, ça veut rien dire, parce que moi je suis pas spécialement de droite, pareil, gauche, tu vois. Mais c'est par exemple, si tu veux, si dans un cas de famine, tu veux aider ton voisin à bouffer, lui donner un paquet de riz, il faut que toi-même déjà t'aies assez de paquets de riz, parce que si toi aussi tu crèves la dalle, tu vas aider personne en fait. C'est tout bête ce que je dis, quoi. Ou si tu veux, t'as ton pote qui va pas bien, si tu veux le rassurer et l'aider, l'écouter dans ses problèmes, il faut que toi t'aies résolu les problèmes qu'a ton pote. Sinon, si vous êtes tous les deux dans le même problème, vous allez pas vous aider, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment bête, hein, ce que je dis, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même des trucs tout simples, on ne comprend pas, quoi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du mauvais individualisme de dire ça, en fait. C'est que, comme tu dis, il faut se connaître soi-même, bien savoir s'occuper de soi-même avant de vouloir s'occuper des autres, en fait. Un autre aspect du cloaque comportemental qui est peut-être un petit peu plus anecdotique, mais moi qui m'a choqué à l'époque où toutes ces plateformes sont sorties, c'est les Airbnb, les Blablacar, où n'importe qui va conduire n'importe qui d'autre à un point d'un point A à un point B via une application totalement déshumanisée. En fait, c'est
on est avec Internet en train d'assister à la collectivisation des moyens, où finalement tout le monde rend service à tout le monde est pote avec tout le monde sans avoir d'affinité particulière. Mais parce que de toute façon, à la base, tous ces gens qui vont être sur cette plateforme, en fait, sont les mêmes. Donc finalement, ils peuvent habiter chez les uns chez les autres. Ils peuvent conduire les uns et les autres, se rendre des services les uns les autres, mais de manière totalement déshumanisée et sans affect, tu vois. Et ça, j'y vois un marqueur du cloaque comportemental, moi que je trouve extrêmement déplaisant, quoi. Non, non, mais je comprends tout à fait. Moi, j'y vois, enfin, je pense exactement comme toi, et moi, j'y vois un effacement de la limite. Tu sais, pour moi, mon chez-moi, mon appart, c'est sacré, en fait. C'est ma porte d'entrée, c'est ma clé, Ouais. et c'est qui décide soit d'être tout seul, soit de faire rentrer des gens. Mais moi, Ouais. j'ai pas envie que des inconnus viennent chez moi, en fait. Et le cloaque comportemental amène la suppression progressive de toutes les formes de limites. Et ça va donc, là, ce que tu dis, c'est la limite de l'habitat, la limite de la porte d'entrée. On laisse rentrer un inconnu chez soi, mais tu as exactement ça si on parle, par exemple, au niveau sexuel. Tu vois, t'es un homme, t'es une femme, c'est ça ta limite, tu vois. Et donc, tout ce qui va être transgenre, théorie du genre, c'est de vouloir effacer toute limite naturelle. Et à la fin de ce processus, on en revient à ce que disait Guénon ou ce que dit Evola, on est des bactéries, on est des globules, quoi. On a plus de parties, limitées, on est un espèce de chaos anthropologique, quoi. C'est infra-humain, quoi, tu vois. Justement, ça me fait penser à un truc que j'ai lu sur le cloaque comportemental, donc qui est une observation de Kaloun. On a dit qu'il y avait des rats alpha, des rats bêta, des rats oméga. Et dans ce qu'il appelle les bêtas, donc en fait la masse de rats, quoi, hein, qui va nourrir un instinct grégaire et puis qui va se mettre à avoir des comportements un peu qui vont toujours vivre en société mais d'une manière complètement désaxée. Il remarque que le comportement des mâles et des femelles s'uniformise. Voilà. C'est intéressant. Oui. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je me fais un peu de pub, mais je renvoie les auditeurs à mon dernier article écrit, donc c'est pas une vidéo, c'est sur mon blog, qui s'appelle Éloge de la limite, en fait. Parce que heureusement qu'on a des limites. Tu vois, heureusement qu'on se réveille tous les matins avec le même visage, quoi. Heureusement qu'on a un prénom et qu'on change pas de prénom tous les 2 jours, tu vois ce que je veux dire. Même une carte d'identité, c'est une limite, tu vois. Comme je te disais, la porte de ta maison, c'est une limite, tu vois. Ta peau, c'est une limite. Le fait qu'on ait 5 doigts, c'est une limite. Donc heureusement, et on est dans un monde qui va refuser toute limite. C'est-à-dire, les hommes cherchent... tu sais, à vouloir enfanter, les femmes, tu sais, ça me fait penser à un sketch de, je crois que, je sais plus, qui montrait des féministes avec des panneaux de revendication qui demandaient la grossesse à 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on veut, on refuse les limites naturelles. Moi, que j'appellerais les limites divines, mais même dans une perspective naturaliste, tu vois, s'il y a des espèces, si on dit tiens ça c'est un chat, ça c'est une écrevisse, c'est qu'on comprend sa limite qui fait que c'est un chat, tu vois. Quelque chose qui n'aurait pas de limite, ça serait ce qu'on appelle le difforme, en fait, ou l'uniforme. Mais, ouais, mais même sans aller dans les comportements les plus excentriques, on remarque que cet homme indifférencié qui vit au sein du cloaque comportemental et qui est limité par son soi animal parce qu'il n'a plus d'âme, parce qu'il est indifférencié tout simplement. Il vit dans une hubris de la matière, il n'est jamais satisfait. Il ne se satisfait jamais de rien. Il a 14 paires de baskets, il va passer sa journée sur Zalando à essayer de trouver sa 15e paire de baskets, tu vois. Et quand il aura sa 15e paire, il en voudra une 16e et ça a plus de fin, quoi. Ça rejoint aussi le phénomène des addictions. Mmh.
le type qui aura baisé 500 meufs dans sa vie, et il voudra en baiser 1000. Ça ne s'arrête jamais, hein, quand on est dans l'hubris de la quantité, ça ne s'arrête jamais. On ne trouve jamais la paix, on n'est jamais satisfait. C'est pas comme ça que l'être humain se satisfait. Parce que de fait d'être addict à un produit ou par exemple à la sexualité, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, donc à partir d'une multiplication de relations sexuelles, ben en fait la qualité de chaque relation sexuelle elle baisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est que forcément de manière marginale, elle baisse, oui. Voilà, donc il voudra retrouver finalement peut-être la jouissance de ses premiers ébats, alors que plus il va multiplier les ébats sexuels et moins il va trouver son compte. Et pareil, je sais pas, pour un alcoolique, tu vois, il va adorer sa première cuite ou son premier verre de vin. Ce qui est millième verre de vin, c'est comme un verre d'eau pour lui. Ça, il fait même plus attention à l'ivresse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça baisse même la qualité de la chose. Et ouais, mais c'est pour revenir à l'expérience de Kaloun. Les rats ont de la nourriture, ont de l'eau, ont de quoi dormir en quantité largement suffisante, et on va quand même observer des comportements ultra agressifs de prédation pour toujours avoir plus, quoi. Alors que s'ils voulaient, ils pourraient totalement se contenter de ce qu'ils ont, quoi. Mais ils veulent plus. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans une autre émission, je crois que c'était avec toi, mais c'est aussi le confort. C'est-à-dire que le confort matériel fait régresser l'être de l'individu, en fait. Si tu te bats plus pour quelque chose, mais t'as les mêmes lois en économie. C'est la rareté qui fait la valeur d'une chose. Si cette chose elle est disponible à profusion, eh ben elle a plus d'intérêt économique, en fait. Puis c'est le comble de l'utopie aussi. C'est-à-dire qu'à vouloir créer des sociétés où il n'y a plus aucune entrave à la jouissance de l'homme, on finit par avoir des hommes qui n'arrivent plus à jouir, justement. Voilà. Les utopies finissent en catastrophe. Alors j'ai fait une vidéo sur les connards, à quoi ressemblerait un monde rempli de connards. C'était avant qu'on parle de cette histoire de cloaque comportementale, comme quoi on est quand même un peu sur la même longueur d'onde, toi et moi. Et à la fin du cloaque comportemental, faut pas croire que l'homme qui aura réussi un peu à s'en sortir, à s'élever par sa force mentale, à un peu échapper à ce destin-là, faut pas croire qu'il va être libéré. Au contraire, cette qualité, elle va être utilisée pour gérer tous les autres connards qui sont là, qui grouillent et qui sont dans la multitude. Et c'est ce que faisait remarquer une auteure dont j'ai oublié le nom. Je l'ai noté dans mes fiches, mais j'ai plus envie d'aller chercher dans mes fiches, c'est pas important. Dans une société qui est remplie d'êtres tarés, d'êtres dysfonctionnels en masse, ce n'est plus l'homme de qualité qui dicte à la société ce qu'elle doit faire. C'est au contraire la masse qui va emprisonner l'homme de qualité, parce que l'homme de qualité va devoir s'occuper de cette masse. C'est un inversement total de l'énergie, en fait. Toute l'énergie humaine saine va servir à gérer la merde. Voilà. Ben moi, je te dis personnellement, c'est pour ça que je me dis apolitique ou anarchique. C'est pour ça que moi, déjà, on a déjà dépassé ce stade-là. Tu vois, par exemple, je dis un exemple au pif, mais les Gilets jaunes, j'ai jamais suivi ce mouvement parce que j'ai pas envie d'un monde futur avec des Gilets jaunes. En fait, au bout d'un moment, tu vois, il faut faire sécession. Je sais que, et tu vois, par exemple, beaucoup de gens disent ah ouais, mais regardez le gouvernement comme ils sont débiles. Mais c'est parce que vous êtes débiles que le gouvernement est débile. Absolument. Un gars comme Macron, je l'encense pas en disant ça,
Mais a priori, pour devenir président de la République, faut pas être trop con. Donc s'il paraît trop con, c'est pour vous s'adapter à vous, en fait. Et bah, tu sais quoi? C'est exactement ce que je pense. Quand j'ai regardé, je ne regarde jamais la télé. Et la dernière fois que j'ai regardé la télé, c'était pour regarder l'allocution de Macron le jour où il annonce le confinement. Outre qu'il est pas du tout à sa place, c'est pas du tout un chef, c'est pas du tout un chef naturel. On peut pas dire que ce soit un homme sans qualité. Ça, ce serait complètement hypocrite. Ce serait complètement hypocrite de dire ça. Mais la manière dont il parlait, la manière dont il s'est adressé aux Français, en disant c'est une guerre. En fait, à part à des moments où justement il disait concentrez-vous sur. Bon, il y a des moments où il a dit des trucs bien dans ce discours, je sais pas. Mais par contre, j'avais vraiment l'impression qu'il s'adressait à des débiles mentaux. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Il s'adresse à des débiles mentaux. Donc il prend le pli, il prend le pas. Voilà. Et c'est exactement. Bah, tu vois, on dit aujourd'hui, je sais plus. Enfin, la majorité des gens, par exemple, vont regarder la télévision ou les grandes chaînes d'information et t'écoutes les voix off de ces informations, elles parlent exactement comme les maîtresses le premier jour de la maternelle. Exactement. Exactement. Et si les gens ils pètent pas leur télé ou ils arrêtent pas le programme, ça veut dire qu'ils sont contents en fait. Ils sont contents qu'on leur parle comme ça, ils sont contents d'être infantilisés, tu vois. Bah, un autre exemple. Dans le confort de la pensée simple et cheap, quoi. Un autre exemple. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'être témoin de ce qu'est l'enfer des EHPAD, hein, les maisons où on met les vieux et où les vieux meurent en masse. J'ai bossé dans le médical. D'accord, donc tu vois très bien de quoi je te parle, et bon, moi j'ai une expérience personnelle assez douloureuse, où à un moment une personne qui était très chère à mon cœur a dû pendant 2-3 semaines être mis dans un de ces établissements. Dans ces établissements, on est dans le cloaque comportemental complet. Hein. C'est-à-dire qu'on a une centaine de vieux, avec 3 personnels soignants, donc qui est encore apte à donner les soins et compagnie. Et plus il y a de densité humaine, plus il y a de vieux dont il faut s'occuper, plus les infirmières vont parler aux vieux comme des putains de débiles mentaux. Et c'était ça qui m'avait fait le plus de peine, en fait. Je voyais cette personne que j'aimais et pour qui j'avais la plus grande considération possible. Et il y avait une infirmière qui arrivait et qui lui disait « Ça va la petite dame? Alors elle a mangé son truc ?» Et j'étais là, je me disais « Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il faut absolument la sortir de là, quoi. C'est l'enfer, quoi. » La maltraitance, hein. Là, on rejoint encore. C'est que là, quand ça reste que verbal, ça va, hein, mais... Oui, il y a des maltraitances physiques. Hein, et d'ailleurs, les maltraitances physiques, pour ceux qui ont des proches qui sont dans les EHPAD, c'est les vieux que personne ne vient visiter, hein, qui sont victimes de maltraitances physiques. Hein. Moi, j'ai eu des vieux pleins de rhumatisme qui avaient du mal à marcher pour habiller la personne. L'infirmière, elle faisait que des gestes brusques et faisait souffrir physiquement la personne, quoi, par exemple. Ouais, parce que comme ça, elle pourrait... Non, c'est horrible, c'est horrible. Et ça... Je peux pas en vouloir à l'infirmière, parce que cette infirmière-là, elle est toute seule, elle doit habiller 50 patients en 1 heure. Donc, si elle se grouille pas, elle peut pas les habiller. Donc, exactement, elle est victime du cloaque comportemental, de la dégradation du matériel humain, dont on est en train de parler et auquel on ne peut pas échapper. Un autre exemple, pour moi, qui est extrêmement parlant, c'est les abattoirs. Tuer un animal, dans toutes les sociétés humaines, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui a toujours été ritualisé. C'est un animal qui va donner sa vie pour que à ton tour tu puisses vivre. Et aujourd'hui, les abattoirs, ils sont dans des hangars en périphérie où tu as des salariés qui, par exemple, vont devoir électrocuter 400 vaches par jour. Et là, t'as les véganes qui sur ce coup-là, t'as les véganes qui sur ce coup-là ont totalement raison, vont filmer à l'intérieur des abattoirs et montrent des salariés qui vont traiter les animaux. Mais ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Tu regardes le truc, tu te dis, mais attends, mais comment on peut faire un truc pareil? Mais comment on peut faire un truc pareil? Mais c'est parce que ce salarié-là, qui fait une tâche répétitive tous les jours, dans un environnement complètement non naturel, qui commet un acte qui a une certaine consistance, qui a une certaine gravité, sauf qu'il va le faire une centaine, voire des milliers de fois par jour, ben à la fin,
le gars, il développe des pathologies mentales, ça devient un psychopathe. Et on a des images de types qui mettent des patates à des vaches, qui foutent des coups de pied dans les poules comme si c'était de la merde. C'est horrible, c'est horrible. Ah oui, oui. Bah ça rejoint, mais même, tu sais, je crois que c'est l'expérience de 1000 grammes. Tu vois Oui, ce que bah je veux tout dire? à fait. Bah, tout à l'heure, je disais que l'expérience du cloaque comportemental, c'est une des expériences sociologiques qui ont eu le plus d'influence qui ont eu le plus d'influence, voilà, dans le domaine de la pensée, avec avec l'expérience sur le chien de Pavlov, le conditionnement, l'expérience de Milgram et les tâches de Rorschach. Voilà, on est à ce niveau-là. Et je te laisse revenir hein, sur l'expérience de Milgram, vas-y. Ben là, non, mais c'est pour montrer que que l'être humain peut, par un ordre et par une autorité au-dessus de lui, peut être amené, alors que c'est une personne qui va aider. Ça rejoint mon anecdote du supermarché où j'avais envie de tuer tout le monde alors que je suis quelqu'un de gentil et de calme. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire que dans un environnement de stress ou d'ordre, de soumission à l'autorité, l'être humain le plus gentil sur Terre peut être amené à torturer des gens très rapidement, quoi. Tout à fait. Et ça rejoint les abattoirs hein, également. Voilà. Mais t'as ça aussi avec l'histoire du XXe siècle, les camps de prisonniers ou les goulags, tu vois ce que je veux dire. Où on observait des comportements humains. Amené à torturer son voisin dans une chambre obscure du jour au lendemain, quoi. Mais oui, et c'est là aussi que peut-être pour avoir des mots positifs, par exemple, moi quand je vois l'image de l'employé d'abattoir qui se met à péter un plomb et à faire n'importe quoi, dans un premier temps évidemment que je suis choqué et que je lui en veux, mais c'est de la compassion qu'il faut avoir pour lui. C'est un être humain. Dans les mêmes conditions, est-ce qu'on ferait mieux? C'est pas sûr du tout, quoi. Ah bah c'est même certain que non. Donc à un moment, faut avoir de la compassion. S'il se retrouve à faire ce genre de choses, alors sauf si c'est un serial killer au départ, tu vois. Mais quelque part même peut-être que ce qu'on connaît sous le nom de serial killer, c'est peut-être une conséquence de cette dégradation du matériel humain induite par l'environnement. C'est une souffrance qu'on voit. Hein. C'est une souffrance très très grave. Hein. Ouais. Bah, sans tomber dans le racialisme, tu sais, on dit souvent que les Asiatiques n'ont pas d'âme, mais si on dit ça, c'est parce qu'ils sont nombreux. En fait, tout simplement. Tu prends un Asiatique individuellement, il est aussi intéressant que n'importe qui sur Terre, mais vu qu'ils sont dans des sociétés ultra concentrationnaires, ultra ordonnées, ultra surpeuplées même, on va dire, et ben tu perds ton âme. Et nous, on serait pareil dans ces conditions-là, tu vois. Tu regardes les vidéos des marchés, tu sais, de yuan en Chine, tu sens même presque, déjà qu'ils bouffent n'importe quoi, mais tu sens même un plaisir pervers des bouchers à faire souffrir les animaux, quoi, tu vois. Ah ouais, non, j'ai vu des images horribles, mais aujourd'hui, on les juge, mais nous dirigeons tout droit vers ce genre de choses. Nous y dirigeons tout droit. Quand tu vois les foules dans les supermarchés, j'ai presque envie de dire, on n'a pas de leçon, de leçon d'âme à donner à qui que ce soit. Hein. Non, la seule leçon qu'on pourrait dire, c'est de s'en écarter. C'est de s'en écarter, en fait. Et tu sais, moi, ça m'a fait penser aussi à une chose. C'est les gens, tu sais, qui vont prôner le communautarisme, par exemple. Ce qui peut tout à fait se comprendre à notre période, justement, cosmopolite. Mais si on réfléchit, en fait, c'est la ville qui est cosmopolite. Ça rejoint ce que disait Spengler sur la ville mondiale. La ville mondiale terminale est cosmopolite. Et finalement, ceux qui parlent de communautarisme blanc, allez habiter à la campagne, vous allez voir, c'est du communautarisme blanc. Et puis j'allais dire, les extra-européens, moi, qui sont à la campagne, c'est des gens plus enracinés
que les bobos parisiens au centre de Paris qui pourtant sont blancs, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est-à-dire que si tu veux... La grande dichotomie, c'est entre ville et campagne. C'est mon avis, ou au moins périurbain, tu vois. Bah, c'est évident que si ta stratégie pour te sortir du grand cloaque comportemental, c'est de recréer un mini cloaque comportemental avec des individus dégradés, mais avec lesquels tu te sentirais proche pour X ou Y raison, ça va mener même à pire que le grand cloaque comportemental, où à la limite tu peux encore te protéger dans une forme voilà d'individualisme et de sortie et d'abandon comme le font certains rats dans l'expérience. Non, là tu te remets à l'intérieur d'un autre cloaque comportemental où en plus dans lequel tu vas avoir des comptes à rendre à, je ne sais pas, 10, 20, 50, 100 personnes avec qui tu vas devoir aller faire des barbecues le week-end, aller à la boxe, enfin, c'est à se tirer une balle dans la tête. Oui, il faut aller à la campagne. Faut arrêter de nourrir ce genre de projet fou qui ne peut mener qu'à l'échec. La critique que j'ai faite sur le communautarisme, je pourrais la faire aussi sur les survivalistes. Parce que, ok, ils ont raison, mais en fait, une fois que tu habites à la campagne, vu que tu t'éloignes des supermarchés et tout ça, bah ouais, t'as plus de temps. Moi, c'est sur ce genre de choses que j'ai galéré les premières années, mais au bout d'un moment, bah, tu fais des réserves pour aller moins souvent, prendre ta bagnole et tout ça. T'as plus d'espace, donc effectivement, tu peux essayer de faire pousser des trucs. Donc en fait, au lieu de essayer de faire pousser des trucs sur son balcon, tout ça, c'est des trucs débiles. En fait, nos grands-mères, nos grands-parents, en fait, c'était des survivalistes sans le savoir, quoi. Tu vois, c'est tout simple à comprendre, quoi. T'as une maison, t'as de l'espace, t'as un fusil, t'as un petit jardin, et t'as, je sais plus comment on appelle ça, la pièce où on met plein de bouffe là. Donc, t'es un survivaliste en fait. Ouais, c'est tout. Non, c'est ça. Et donc du coup, tout ça pour dire que les problèmes de nos sociétés viennent de l'urbanisation et de la concentration anarchique des êtres humains. Et d'ailleurs, non. Alors là, je suis pas de combien d'habitants qu'une ville n'est plus viable. Moi, je disais 100 000. Mais moi, justement, tu dis la concentration anarchique. Non, justement, ce qui rend le cloaque encore plus insupportable, c'est que cette concentration, elle n'est pas anarchique. Elle est ultra organisée, et cette organisation vient mettre sur l'individu une chape de plomb supplémentaire qui va le limiter et l'annihiler. Et alors, à partir de combien une ville? Quelle densité? Moi, je dirais 100 000 habitants. À partir de 100 000 habitants, ça devient invivable, quoi. Une petite ville de 50 000 habitants, c'est encore possible, quoi. Voilà, une petite ville de 50 000 habitants qui se limiterait à son centre-ville, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de la ville, on est dans la campagne ou on est dans la forêt, il n'y a pas de zone périurbaine dégueulasse, et qui dépend directement des agriculteurs qui sont autour d'elle. Enfin, en fait, oui, enfin, à quel moment de quantité la quantité devient la qualité? Je ne sais pas. Non, moi non plus. Et ce que tu dis sur l'ultra-rationalisation des villes, ouais. Pour moi, c'est juste des espèces de freins. Oui. Si je parlais d'anarchie, c'est que de toute manière, ça va finir en anarchie. C'est-à-dire que même Paris, dans 50 ans, ça ressemblera à Calcutta. Qu'on le veuille ou non, et ça y commence déjà quand tu vois les rats à Paris, c'est-à-dire que cette ultra-rationalisation de l'espace, elle est faite pour freiner justement ce cloaque comportemental, mais qui est pour moi inévitable. Voilà, alors là, de toute façon, il est inévitable en valeur absolue, mais je suis toujours impressionné par la manière dont l'humain a cette capacité à toujours complexifier et trouver des solutions. Et des fois, j'ai envie de dire, mais non, justement, faut pas trouver de solution. Il faut laisser le truc mourir. Mais l'être humain a cette tendance à vouloir prolonger les choses, à vouloir améliorer les problèmes. Et aujourd'hui, il a tellement de moyens à sa disposition, il a tellement d'énergie à sa disposition, qu'il arrive à le faire
dans des mesures qui sont absolument inimaginables. Ça fait très longtemps que tout aurait dû s'effondrer. Et ça ne s'effondre pas. C'est vrai, et ça, ouais, non, c'est vrai. C'est la super adaptabilité de l'être humain Qui est fascinante. L'incroyable force d'inertie Ah ouais. qu'a l'être humain, quoi. C'est vrai que ça, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que il va t'inventer un problème, il va te créer 2 solutions qui vont créer 4 problèmes, qui vont créer 4 solutions. Et c'est comme ça aussi que vient la complexification et la solidification du monde, cher à notre ami Tiki Viracocha. Et cette capacité à organiser, à contenir, elle est à la fois fascinante et en plus elle donne des résultats fascinants. C'est-à-dire que l'homme il se transcende dans cette recherche de retard vers l'inéluctable jusqu'à trouver des solutions qui paraîtraient, même pour un homme qui a vécu 100 ans en arrière, qui paraîtraient relever de la magie. Et c'est à la fois fascinant et pourtant c'est ce qui va nous, enfin si effondrement sur le modèle du cloaque comportemental il doit y avoir avec nos sociétés, mais je sais même pas à quoi ça va ressembler, quoi. Ça va être ouais. Ben, je te dis, moi, dans mon livre Homo mythologicus, j'imagine des gens avec des cuits de haricots qui ont un slip sur la tête et un sexe greffé à la place du nez, quoi. ouais. Ça peut aller jusque là, quoi. Ah ouais. Juste eux, ils ont de la bouffe et un endroit pour dormir, quoi. C'est-à-dire que l'extrême, plus tu peux nourrir cette âme basse, je sais pas jusqu'où tu peux la nourrir. Mais c'est plus ça. tu nourris l'âme basse, plus l'âme haute elle dégénère. Et à la fin, je sais pas trop, c'est pas joli. Mais le problème c'est que effectivement, c'est ça qui fait, ça fout plus les boules. Ça, on en parlait dans l'émission sur l'Apocalypse. ouais. Ce que tu dis là, de quoi on parle, ça fout plus les boules qu'un gros cataclysme ou qu'une comète qui vient tout péter. Hein. Bah oui, parce que si tu veux, le rat, un moment, tout le monde est agressif, les femelles, tout le monde bouffe les petits des uns et des autres et tout le monde s'entretue. Et à la fin, ça s'arrête. Alors que là, on va développer un raffinement de la pathologie mentale. Et effectivement, on sait pas où ça s'arrête, quoi. On est en train de creuser les abîmes. Si on comparait les rats et les êtres humains, mais là, on parle des êtres humains qui sont quand même des êtres plus qualitatifs et supérieurs aux rats. Donc ça peut aller encore plus loin, quoi. Et comme tu dis, moi je crois pas qu'il y ait, les gens qui pensent qu'on a atteint la limite, moi je pense qu'on n'a pas du tout atteint la limite. On n'a rien vu encore. On a déjà atteint la limite, mais que je te dis, après la solidification, il y a la dissolution. Et la fin de la dissolution, c'est-à-dire où il n'y a plus rien, quoi, je pense que ça va durer encore un bout de temps, quoi. Ah oui, moi aussi. On est déjà rentré dans la phase de dissolution, quoi. C'est fort possible, ouais. Est-ce qu'on se laisse là-dessus? Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, le temps... Ouais, on est à presque 2 heures. Alors, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont contributeurs, soit contributeurs sur mes plateformes à moi, ou soit contributeurs de Pierrick, vous avez évidemment l'émission en exclusivité. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira en public. Pour les gens qui sont les auditeurs lambda et qui découvriront cette émission plus tard, eh bien, sachez que des contenus exclusifs sont à votre disposition sur mon Tipeee, sur mon Patreon. Vous irez voir ce qui se passe sur la chaîne de Pierre-Yves Lenoble aussi. On ne dit jamais assez, mais mettez un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça permet de référencer la vidéo. Abonnez-vous à nos chaînes respectives si ça n'est pas déjà fait. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.